Salut à tous, il s'appelle Guy Sambel, vous le connaissez sûrement, le fondateur du site d'information, d'un des premiers sites d'information en Israël et surtout de la télé, GuySen TV. Il est avec nous à faire un petit retour arrière sur son parcours, sur son alia tout simplement. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est Bonjour, puis-je parler? Bonjour GuySen, mais bonjour Cathy. il n'a pas bonjour, le casque, donc il n'a pas entendu le jingle, c'est dommage. C'est un jingle très joli. Ah bon? Comment Ah, ça mais va? j'en doute pas. Comment ça va? Aussi joli que vous. Bah vous alors, vous c'est tu ou vous alors? Ah oui, non, c'est tu. Non, mais parce que il y a tant de monde qui nous regarde, je pensais qu'il était plus poli de se dire vous, mais c'est beaucoup moins naturel. Alors on va continuer à se tutoyer, Voilà, comme si dans tu la le veux vie. bien. Alors, Guy Sambel, d'abord on est très content que tu sois venu, voilà, pour nous parler un peu de ton alia, parce que c'est vrai que tu es un personnage qui a marqué, on va dire, ces 20 dernières années, tous ceux qui sont montés en Israël, qui se sont intéressés à l'information. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es monté en 97, tu es un businessman, on va dire, tu faisais des affaires en France, tu avais une grosse boîte de décoration textile. Voilà. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et tu avais une vie, on va dire, dorée, ça roule, bien Oui, on réglée. était des grands bourgeois, enfin, ma famille, on était une famille de grands bourgeois. N'ayons pas peur des mots. Ça veut dire quoi, grand bourgeois? Pas de problème d'argent. Pas de problème d'argent, on habitait Saint-Cloud, on partait en vacances une fois par an. On avait une vie extrêmement agréable et dorée. D'accord. Alors, Et aussi pour nos enfants. C'était aussi le cas pour nos enfants, comme nous sommes pratiquants juifs, on est des juifs. ouais. Ok. Et, Ça veut dire quoi, pratiquant? ça veut dire Shomer Shabbat, ça veut dire on D'accord. mangeait kasher, ça veut dire qu'on essaye d'étudier un petit peu, en tout cas pour moi. Ouais. Et les enfants étaient à l'école Maïmonide, excellente école au demeurant. D'accord. Donc tout allait très bien. Tout allait, mais tout pour le mieux. Et Israël, c'était pas trop dans les radars jusqu'en 1991, où là, tu as commencé à y réfléchir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Tu sais tout de ma vie, je vois. En effet, en 89, j'ai perdu ma mère. Ouais. Et nous on était très éloignés de la religion, quoi. On était des traditionnalistes, mais des petits traditionnalistes. Ça veut dire on faisait Pessah, Kippour, et ça s'arrêtait là, quoi, notre relation avec la religion. Et en 89, je perds ma mère. Et là, j'habitais Montfort-l'Amaury à l'époque. C'est une ville à 45 km de Paris. Un endroit paradisiaque, hein, mais bon. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis héritier de quoi? Je parle pas en termes d'argent, mais en bien termes sûr. de Qu'est-ce spiritualité. que je vais faire avec mes... Et je me suis rendu compte que mon père était un type qui avait une vraie culture judaïque. Ouais. Puisqu'on s'est retrouvé à la maison après le décès Shiva. de ma mère. Non, pendant les Shiva, tout de suite après l'enterrement. Et j'ai vu qu'ils savaient toutes les prières, pas absolument par cœur, qu'ils savaient lire l'hébreu, J'ai été extrêmement étonné, quoi. Et et pendant les Shivas, justement, il me dit, tu sais, je te demande pardon, je vais te confier ton frère, parce que mon frère est gravement handicapé. Il est encore avec nous, Baruch Hashem, Ouais. mais il est gravement handicapé. Il me dit, je vais te confier ton frère, je te demande pardon pour ça, et moi je m'en vais. Là, sur le coup, je me suis dit, où il va peut-être partir faire le tour du monde en vacances, ou que j'en sais rien. Je lui dis, tu veux partir où? Il me dit, mais non, je m'en vais, je peux pas vivre sans ta mère. Je lui dis, papa, on n'a pas assez de soucis là, en ce moment, pour que tu me dises ça. Et il me dit, bon voilà, je te l'ai dit. Et en effet, 1 an après, quasiment, pas jour pour jour, mais 13 mois après, il est décédé. parti. Donc nous l'avons encore enterré au cimetière de Pantin, avec ma mère. Et 1 an après, on les a pris tous les deux, on les a amenés à Givat Shaul, à Jérusalem. Au Pourquoi? cimetière de C'était Givat une Shaul. volonté de ton père? Non, c'est une volonté de moi. Pourquoi? Parce que durant le deuil, qui a duré 2 ans en réalité, puisque quasiment un après l'autre, j'ai découvert notre héritage spirituel. J'ai découvert ce que c'était être juif. Et que c'était tout naturel. Enfin, ça me venait tout naturellement de ne plus laisser. Et ça me déprimait quand j'allais au cimetière à Paris.
j'avais eu l'occasion d'assister à l'enterrement d'un de mes oncles en Israël, à Jérusalem. Cette humanité que l'on apporte et ce respect aux défunts, j'ai dit, moi, c'est ça comme on veut toujours ce qui est de mieux par rapport à notre conception de la vie. Pour nos proches, donc tu as décidé de les enterrer en Israël. J'ai décidé. Donc en 91, on les a enterrés en Israël. Parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux. Pour moi. Ouais. Pour moi et probablement, et sûrement pour eux, puisque c'est ma foi. Ouais. Mais si c'est bon pour eux, si c'est bon Israël quand on est mort, ça doit être aussi bon quand on est vivant. Clairement. Et puis, il y a une chose que j'adore dire, j'en suis l'inventeur de ce que je vais vous dire là. Pas de problème. Israël, c'est le seul pays où, quand on vous traite de sale juif, c'est la vérité. C'est surprenant. Pourquoi ? Pourquoi c'est la vérité ? Parce que vous n'êtes pas lavé. Ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde quand on vous traite de sale juif. Ouais. Alors, quand même, pas forcément Israël en tête avant cette période-là, mais quand même très sioniste depuis toujours. Depuis toujours. Si vous voulez une anecdote un peu croustillante, moi je suis originaire d'Algérie. Ok. Donc je devais avoir 8 ans. Et ma mère m'emmène au marché de Bab el-Oued. C'est vraiment le marché. Ça va rappeler des souvenirs pas mal. Ultra provençal. C'était merveilleux. Et à un moment donné, je m'arrête devant un étal où il y avait des petites tomates en forme de poire. Ok. Vous savez, ce qu'on appellerait aujourd'hui les tomates chéries, elles sont rondes. Ouais. Elles sont rondes. Mais... Une invention israélienne d'ailleurs. Non, mais attendez. Et ma mère me dit, qu'est-ce que tu regardes ? Je dis, c'est quoi ça ? Elle me dit, c'est des tomates de Palestine. Attends, on devait être en 1959. Ouais. Le pays, il avait déjà 11 ans. Comme quoi, les vrais Palestiniens, ce seront les Juifs, c'est pas les autres. Mais ça, bon, c'était une courte parenthèse. Et elle m'en a acheté. Elle a dit, c'est là où il y a tonton Bébert, parce que j'avais un oncle qui a fait l'Alien en 1948, un peu forcé, je crois, par la jambe juive, parce que c'est un spécialiste des armes, un camp militaire. Et bon, et c'est là où est tonton Bébert. C'est le pays où est tonton Bébert. C'est resté comme ça dans ton esprit. La Palestine, oui. Et après, ça a été la guerre des 6 jours. Je me rappelle que mon père, donc, qui était un homme de presse, ton père était rédacteur et je crois qu'il a terminé sa carrière au Herald Tribune. Au Herald Tribune, à Paris. Donc, comme quoi l'information était mais déjà mon grand-père, ça datait de mon grand-père. Ouais. À 18 ans, vous savez, pour les gens de mon âge, et ça va leur rappeler aussi quelque chose, à 17 ans, 18 ans, à l'époque du bac, les parents, ils disaient, qu'est-ce que tu comptes faire ? Nous, on aimerait bien que tu fasses médecine. Ouais. Ils disaient, médecine, et bon, si le gars n'était pas très fort, on disait expert comptable. Et s'il est vraiment nul, on disait avocat. Bon, mon père, ça n'était pas du tout le cas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu comptes faire après le bac ? Je lui ai dit, je sais pas, peut-être, je sais pas. Je savais pas. Moi, je veux gagner de l'argent, je dis à l'époque. Et il m'a dit, moi, j'aimerais que tu fasses une école de journalisme ou sciences politiques. Là, il m'a fait, je suis devenu, mon sang s'est liquéfié. Je le voyais travailler tellement. Et puis je devais être un peu feignant, quoi. Ouais. J'ai dit, moi, dans ma tête, j'ai dit, je ne ferai jamais ça. Ouais. Jamais. Et à lui, je lui ai dit, j'aimerais bien peut-être faire médecine, on va voir. Ouais. Il m'a dit, ouais, mais enfin, vu tes résultats en maths, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Je lui ai dit, on va toujours essayer. Et puis j'ai pris une filière littéraire. Ça a duré un an et demi. En tout cas, c'est bien c'est sûr qu'il y a plein de choses à raconter, mais c'est bien de rappeler, parce qu'on ne le sait pas, on vous voit souvent comme simplement un homme d'affaires, mais c'est vrai qu'il y a un héritage quand même familial du père, du grand-père, qui était aussi dans la presse. Alors, Israël, vous y venez un soir, en fait, où votre fille vous annonce que finalement, après le bac, elle était va déjà venue en vacances. Oui, bien sûr, mais vous venez pour vous installer. Elle vous annonce que... ma fille me dit un jour... Elle vous dit, je vais venir vivre en Israël. Non, elle ne me dit pas comme ça. Un vendredi soir, parce que je travaillais tellement que... Vous ne voyez pas beaucoup. Heureusement qu'on avait le Shabbat, et le vendredi soir, on était réunis, ma femme et mes 4 enfants. Et elle me dit, papa, je voudrais te demander quelque chose. Je pars en Israël. Je voudrais ton autorisation pour partir en Israël après le bac.
je voudrais faire une Mérina et après un Chirut-Léomi. Je ne veux pas aller à l'armée parce qu'elle est pratiquante, très pratiquante. Mais on ne se sauve pas devant l'impôt de notre vie. Et elle a dit, je ferai le Chirut-Léomi, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Ouais. Et je lui ai répondu, ça te tombe bien, nous aussi. Ouais. Et puis c'était une déclaration tout à fait, on va dire, qui venait du cœur, parce que c'était pas un truc très préparé. Hein, non, c'est pas du tout préparé. Du tout préparé. Et là, je m'en veux un petit peu, parce que on a eu certaines difficultés au début qui auraient pu être évitées si on avait préparé. Ouais. Ça veut dire que pour ceux qui veulent venir, je continue à faire un peu de glissade, ne m'en voulez pas, que ceux qui décident et qui ont envie de venir, tout n'est pas rose, mais il faut oser. Et il faut surtout préparer son alia. Essayer d'avoir déjà quelques mots d'hébreu, et préparer son alia. La ville où on va atterrir, la ville où on va aller, qui on connaît, ne pas être trop loin des gens que l'on connaît de manière à pouvoir se faire aider si besoin. Mais c'est quand même c'est merveilleux. Et je dis à tout le monde, si vous avez un tout petit peu l'envie, que ça devienne une grande envie, venez. Alors vous avez bien sûr réussi à arriver, vous êtes installé, vous êtes tout de suite lancé grâce à un ami qui s'appelle Hiram Chimouni, qui est président aujourd'hui d'Anatel, qu'on connaît tous bien. Vous avez lancé en 1998 un site internet pour parler de votre passion. Quelle était votre passion à l'époque ? Oui, c'était aujourd'hui ça s'appelle des smartphones. À l'époque, ça s'appelait des PDA, Personnel Digital Assistant. Assistant personnel. Pour ceux qui s'en rappellent, les Psion et autres. C'était votre truc. Palm. J'étais. Et j'avais le site le plus fréquenté. C'était très rapidement ça sur ce sujet. À l'époque. Et ça s'appelait Guisen. Voilà. Et c'était l'ancêtre du site après que vous avez mené avec la télé de front. Alors on va venir tout de suite, on ne peut pas tout raconter parce que le temps nous est compté, mais nous ce qui nous intéresse c'est quand même cette aventure incroyable que vous avez lancée, la télé. Une télé, alors pas une télé juive, mais une télé... une télé israélienne. Une télé israélienne, oui, où vous parliez de tout, d'actualité, on voyait de tout, des reportages. On peut dire que c'est l'ancêtre d'I24. C'est pas l'ancêtre, c'est la continuité. I24 est la continuité de Guisen. Voilà, c'est plus juste. C'est pas avec la même ligne éditoriale, non. Mais c'est la continuité de Guisen. Et je profite de votre antenne pour remercier Patrick Drahi encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire le faux modeste. On me dit... c'est merveilleux ce que tu as fait, et puis tout à fait bénévolement. Non, mais ça vous a coûté très très cher. Très cher. Mais c'est merveilleux ce que tu as fait. D'accord, j'ai dit peut-être. Mais la chose où je suis fier, c'est comme un bébé que l'on a et qu'à un moment donné, on ne peut plus pour X raison le garder, le maintenir en vie. Alors, ça a duré de 2006 à 2013. Voilà. Et c'est justement, vous parlez de Patrick Drahi parce que c'est lui qui a fait la non, suite. Déjà, il a fallu le convaincre. Il a fallu obtenir un rendez-vous. C'est un monsieur qui est quand même un peu très pris. Occupé, Et il vous a tendu la main, il vous a, il a fait en sorte que ça existe encore. Il a été extraordinaire. Et je lui ai confié le bébé. Donc, je lui ai donné mon bébé et ma fierté est là, c'est que il y a quand même si je ne suis pas très d'accord sur la ligne éditoriale de I24, mais au moins il y a un média international qui représentait Israël, et ça j'en suis très très fier. Très fier. C'est quand même un truc de fou, parce que tout a commencé pour Guisen, je parle, pour Guisen TV, par un rendez-vous que tu as pris au CSA. Un beau jour, tu t'es dit, puisque tout le monde me dit c'est bien Internet, mais ce serait mieux une télé, je vais aller au CSA. Mais pourquoi ? Quelle a été la motivation ? Il faut le dire, ça. Oui, mais bon... Cathy. Non, c'est un jour, je dormais, il était 6h du matin, et puis le téléphone a sonné, c'était le Rav Aryeh Lévy, qui a travaillé avec nous après par la suite, enfin, on le saura, qui m'appelle et qui me dit, Guy, je suis sur un attentat, parce qu'il était volontaire, Mada, vous savez, pour aller sauver les gens, un sauveteur, quoi. Et il me dit, voilà, toi, tu as un site que beaucoup de gens regardent, voilà, tu es le premier à savoir qu'il y a un attentat à Jéru, avec tant de morts, tant de blessés,
Et je voyais qu'il était Très mal, très, très, très choqué. Je lui dis, mais toi, t'as rien? Il me dit, mais non, moi, je suis venu après. Mais je voyais qu'il était pas bien. Je lui dis, où sont les blessés? Il me dit, bon, les blessés, ça, ils ont été évacués, les morts aussi. Alors je lui dis, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta voiture, tu vas rentrer chez toi, prendre un petit déjeuner, après aller te coucher, parce que tu es vraiment pas bien. Et il me dit, bon, enfin, moi, je te disais l'information, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ton site, et ça vaut peut-être le coup d'avoir un scoop. Je lui dis, je te remercie, mais là n'est pas le sujet, pense à toi. Et j'ai raccroché, j'étais assis sur mon lit, je me dis, mais il a raison, je suis un grand égoïste, je suis là en Israël, au beau temps, la plage, et je parle de ma passion, qui sont, c'est de toute façon une passion futile par rapport à l'utilité ambiante. D'informer les gens, Oui. Et donc je suis descendu, j'ai dit, j'ai mis l'adresse des sites anglais, parce qu'il n'y avait rien en français, des sites en anglais qui parlaient de la même chose que moi. Et je me suis excusé auprès des lecteurs de l'époque, qui n'étaient pas des juifs, il devait y en avoir, mais c'était pas... De tous les lecteurs, peu importe. Voilà, de tous les lecteurs. Et je leur ai dit, aujourd'hui, la rédaction est en Israël, et GISAN devient une agence de presse généraliste, spécialisée sur le Moyen-Orient en général, et Israël en particulier. Et voilà, et en même temps que j'écrivais tout ça, que j'ai envoyé, je savais que je m'enlevais ma passion, mon hobby. Mais d'un autre côté... Mon hobby, non, je pensais que ça allait... Parce qu'on faisait beaucoup à l'époque, je vous parle de ça, en 99, je faisais 50 000 visites uniques par mois sur le site. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et c'était pas encore un site d'information. Après, c'est devenu... Et moi, je savais qu'en devenant information... on allait perdre tout cet acquis. Non. 2 mois après, on était à 100 000, ça correspondait. Ouais. Ça a cartonné tout de suite, ça a très très bien marché. Et suite à ça, vous avez été au culot rencontrer le CSA. Ça, j'aimerais bien qu'on le rencontre parce que c'est vraiment... Non, alors ça, on s'est fait la main. Ouais. On est devenu rapidement le premier média juif du marché. Après, on a été même le premier média francophone hors la métropole. Le plus important. On faisait 1,5 million de connexions uniques par mois. Et après, un jour, ça nous remontait de Paris. Les gens me disaient... C'est bien Internet, mais il faudrait faire... C'est bien Internet, mais pour les gens... Comment c'était ce rendez-vous au CSA? Comment on a l'idée comme ça d'aller au CSA, tape à la porte qui supervise l'audiovisuel français? C'est le CSA. Oui. Donc on a pris rendez-vous, et ils ont très gentiment, ils nous ont donné un rendez-vous. Donc je suis allé devant eux, je sais pas, devant une commission, ils étaient au moins d'une quinzaine. Et puis ils m'ont posé plein de questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez montrer du sang? Ils connaissaient très bien GISAN, le site, GISAN Internet. Ouais. J'ai dit non, et d'ailleurs je vous remercie, je trouve. Et il dit, pourquoi vous êtes venu nous trouver, nous, le CSA? Je dis, parce que c'est la moindre des politesses, vous représentez ce qui doit être diffusé sur le territoire national, c'est la moindre des choses que... si je rentre chez vous, c'est la moindre des choses, c'est que je me présente. Ouais. Donc je pense qu'ils ont été très sensibles à ça. Je leur ai promis qu'il n'y aurait pas de sang, il y aurait peut-être des images de guerre, mais pas de sang, pas de et ils vous ont donné une recommandation. Et ils m'ont donné et je leur ai même demandé, j'ai dit, il faut que je voie, c'est tellement compliqué la TNT, je sais que je ne peux pas y avoir accès, mais tous les diffuseurs en numérique, je ne sais même pas où il faut aller. Et c'est ça qui est incroyable, parce que vous n'aviez aucune expérience. Non, ils étaient très attendris. Et ils nous ont donné une liste, pas tout de suite, mais dans les jours qui ont suivi, une liste avec une recommandation de leur part de gens qu'il fallait aller voir chez chaque diffuseur. Ça veut dire Free, Numéricable à l'époque, Orange. Et on allait et on disait on est recommandé par le CSA. C'est eux qui nous ont donné nos coordonnées. Et ils nous ont tous accordé un canal. Voilà. Et le premier, encore une fois, c'était Numéricable avec Patrick Drahi. Et le destin, enfin, c'est pas le destin parce que je crois pas au destin, mais le premier à nous avoir dit oui, c'est Numéricable. Et des années après, vous voulez une petite anecdote marrante? Mais moi, j'aime bien. Des années après, donc je me retrouve à parler avec Patrick Drahi pour la reprise de GISAN. Et je lui dis, tu sais, à l'origine,
il y a une dame qui m'appelle à mon appartement parisien et qui me dit vous êtes monsieur Sambel? Je dis oui. Elle me dit moi je suis numéricable. Je lui dis non mais ça y est je suis déjà abonné chez vous. Merci. Elle me dit non je vous appelle pas pour ça, c'est pas vous savez le phonie qu'ils font. Elle me dit non je vous appelle pas, vous êtes bien le PDG de Guissen. Là j'ai compris que c'était plus sérieux. Autre chose, oui. Elle me dit voilà nous avons un actionnaire qui n'est pas très content de la qualité du son que vous nous diffusez. Après que la chaîne soit lancée, et je voudrais que vous changiez, on aimerait bien que vous changiez, que vous améliorez cette qualité. Justement, c'est vrai, et elle avait raison, parce que c'est pas que sur Numéricable, tous les diffuseurs, on avait le son, la manière dont on le traitait pour envoyer le signal vers la France, c'était pas ce qu'il fallait. Donc on s'est attelé à ça. Mais maintenant, moi je savais, donc avec quelques années plus tard, je suis en face de Patrick Drahi, je lui dis mais c'est toi qui t'es plaint, il y avait un actionnaire, c'est toi l'actionnaire. Elle me dit oui c'est moi. Je dis pourquoi tu m'as pas appelé? Elle me dit tu crois que j'ai que ça à faire? Mais enfin en tout cas tu m'as écouté et je te remercie. D'accord. Donc on comprend avec cette anecdote que vous avez tout appris sur le tas, vous avez tout découvert, vous avez monté cette chaîne de rien en fait, avec beaucoup certes de professionnels, vous êtes entouré, vous avez fait naître des carrières. À un moment vous étiez plus de 70 personnes sur cette chaîne, ça a été une ruche, concentration de talent, d'énergie, il y avait une ambiance incroyable. Ouais, et puis beaucoup de travail. Alors là aussi, je demande, avec ton autorisation, je voudrais remercier mon épouse, parce que c'est pas simple. Je n'étais plus jamais à la maison. Ouais, non, mais c'était une aventure mais il faut aller avec 4 enfants dans un nouveau pays. Accepter de dilapider l'argent du foyer, c'est quand même, je dois lui rendre hommage. Et nous venons de fêter 40 ans de mariage, et je la remercie. Ouais. Sans regret, cette aventure? Ah si, des regrets que ça se soit arrêté. C'était l'aventure. C'est facile, j'ai oublié. J'étais un chef d'entreprise important avant de venir. Ouais. J'ai oublié jusqu'aux prémices de mon premier métier, tellement le métier de journaliste, enfin d'homme de télé et de médias, m'a pris. Et puis surtout parce que c'était utile. Combien de gens ont fait l'ALIA? Aujourd'hui encore, on me dit, j'ai fait l'ALIA grâce à vous. Ouais, c'est vrai que c'était tout à fait novateur. Alors bon, bien sûr, ça plaisait pas tout le monde, parce que chez Guissen, les choses étaient, la ligne éditoriale était clairement à droite. C'est pas une droite par rapport à quoi? En tout cas, elle était sociale, elle aimait les Juifs et les Israël. Ça, j'ai pas honte de le dire. Et je continue à affirmer, je suis toujours, dès que j'ai un micro, je veux dire, venez en Israël, venez vite. On a besoin de vous, ceux qui sont à l'extérieur. Une telle aventure, ça a coûté quand même beaucoup d'argent. C'est tout. Vous savez, souvent, quand je gagnais beaucoup d'argent dans mon métier, je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice. J'avais beaucoup d'employés. Je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice. Combien vous aviez d'employés? En direct et par rapport aux franchisés, c'est un peu compliqué. Je sais pas, on est arrivé à 300 ou 400, j'en sais rien. Et je me disais, et je gagnais beaucoup d'argent, je trouvais que c'était un peu injuste. Donc là, le fait d'en avoir perdu beaucoup, ça fait quoi ça? Et je me disais, pourquoi Hacham, il m'a donné à moi, je suis pas plus intelligent ou plus malin que les autres, pourquoi moi je gagne plus d'argent? Je suis peut-être un peu fonceur, d'accord, mais enfin... Moi, j'ai conscience que c'était divin, comment j'ai de l'argent. Et peut-être que je ne savais pas pourquoi il me faisait gagner autant d'argent. Et je payais mon maaser, donc c'est peut-être pour pouvoir... Et j'ai compris qu'après avoir créé Guissen, au début, je ne savais pas que ça allait coûter tout ça. C'était un blog. Combien ça coûte une télé pour... Aujourd'hui, si quelqu'un veut monter une télévision comme I24 ou comme Guissen, mais... vraiment très professionnel, il faut entre 50 et 70 millions d'euros pour créer les studios et tout le matériel et l'embauche des gens. Et après, il faut 1 million et demi par mois d'euros pour maintenir l'activité. Alors, si on a la publicité en face, ça va. Si on l'a pas, c'est comme beaucoup de chaînes d'information, on perd l'argent. La seule qui gagne des sous, je crois que c'est BFM. Mais c'est
C'est la référence. C'est la référence. Alors, c'était une super aventure. Je sais qu'on a on pourrait parler très longtemps de cette histoire, de cette aventure. C'est une aventure humaine, une aventure professionnelle. Il y avait plein de choses. On se souvient, hein, bien sûr, des grands événements de l'histoire d'Israël. Je crois qu'un des événements qui vous a beaucoup marqué, et personnellement et professionnellement, c'est la sortie du Gush Katif. Ah oui, la sortie. Alors, c'est un peu dur réchauffé, mais les seuls coups de feu qui ont été tirés, c'est sur moi. Oui, parce que j'étais comme vous dites, faut tout découvrir. Ouais. Et les Israéliens, les journalistes israéliens, les télé-israéliennes, les journaux israéliens arrivaient à avoir des photos ou des vidéos, mais vraiment au cœur de l'action, quand cette action se passait. Je dis, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas le faire. Donc, je suis allé à la Moassie, c'était le 29 juin 2005, je crois. Si c'est pas la bonne date, qu'on ne m'en veuille pas. Et je me suis retrouvé devant des Palestiniens qui jetaient des pierres sur les Israéliens. Enfin, on ne comprenait plus rien. Ouais, de tous les côtés, l'armée qui frappait tout le monde, on ne comprenait plus rien. Et moi, j'ai vu d'une maison les Palestiniens qui jetaient des pierres avec des frondes et tout. Ouais. J'ai dit, là, je vais avoir une bonne vidéo. Et j'y vais. Je vais sur le lieu. Ouais. Et là, je comprends en tournant la tête, je comprends que tous ceux qui étaient qui prenaient en vue le vif du sujet, ils étaient à 150 mètres, ils avaient 200 mètres, avec des téléobjectifs, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais grands comme ça. Et moi, j'étais seul avec ma petite caméra en carton, là. Et donc, ça, d'un seul coup, une pluie de pierres, c'est vrai que c'est dangereux, les pierres, ça fait très mal. Oui, tout à fait. Je me suis sauvé, je me suis retrouvé dans un poulailler, entre les mitnachalim, les gens qui habitaient le Gush Katif, et je dirais pas colons, hein, parce que... Pas de problème. Non, parce qu'il y en a, ils aimeraient que je dise ça, mais c'est pas vrai, c'est pas des colons. C'était, bon, enfin... Et les Palestiniens, qui se balançaient des pierres à tout va. Et là, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Bon, alors, des moments comme ça, il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a eu le moment où le Hezbollah a rendu le corps des soldats de Goldwasser et la Draguev. Je pleurais quand j'ai vu, parce que jusqu'au dernier moment, il faut savoir que nous étions à Rosh Hanikra, sur la frontière avec le Liban. Il y a eu l'ambulance de la Croix-Rouge qui est arrivée. Et on espérait qu'ils soient vivants, qu'ils sortent. C'était le moment de l'échange. Finalement, c'est des cercueils qui sont sortis. Et c'est des tout petits cercueils noirs laqués. Et là, j'ai compris que... Et j'ai pleuré. Je peux vous dire encore, là, je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. C'était un moment extrêmement difficile. Alors, est-ce que vous gardez des contacts avec tous ces jeunes journalistes qui étaient avec vous? Est-ce que vous les suivez? Parce que certains continuent leur carrière ici. Vous, Cathy, parce que vous avez oublié, mais vous avez travaillé chez Gissen un peu. Un petit passage, ouais. Vous avez fait un passage chez Gissen. Ouais. Et je vous en remercie. Et je trouve que, je suis fier de voir que vous êtes une femme de médias encore. Pourquoi je te dis vous, tu vois, l'habitude des caméras. Exactement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui continuent à travailler. Et c'est aussi, je suis content parce que ça les a aidés. Non, et par l'agence juive, on a gagné un prix une année. Ouais. Mais je croyais que c'était une blague, je ne suis pas allé. C'est des journalistes qui ont été recevoir le prix. Moi, je croyais que c'était une blague. Non, mais non, c'était sérieux. Pour l'entreprise qui aide... l'ALIA. Ouais, aux jeunes qui font l'ALIA. Il y a eu plein de stagiaires, il y a plein de choses, plein de gens, plein d'invités, des stars, des politiques. Des stars, voilà. Comment on se remet une fois que c'est fini? Quand la lumière s'éteint, on ne se remet pas. On ne se remet pas parce qu'on ne se remet pas. J'ai tellement de choses à dire et à faire encore en ce moment. Je pense que je sais pas, mais il y a trop de choses qui vont pas en termes d'information au départ d'Israël. Et il y a tellement de désinformation que ça me rend fou, quoi. Encore aujourd'hui. Mais comment plus qu'avant. Encore avant, il y avait Gissen. On n'aura pas le temps, mais je peux vous citer non, on n'aura pas le temps parce que l'émission touche à sa fin. Mais... Voilà, je peux vous citer 20 fois où on a démonté des fausses informations. Et aujourd'hui, voilà. Donc, si c'est la fin, je voudrais quand même, puisque je suis là au studio Kalita, remercier quelqu'un
Il a rien fait particulièrement pour moi, mais il a fait, si, un peu pour moi, en tant qu'Israélien, parce qu'il a facilité l'ALIA. Et je veux parler de Mark Eisenberg avec la création de Kalita, et de ce média qui est quand même pas mal regardé. Hein. Vous savez que vous êtes regardé. Il paraît. Et ça aide à l'ALIA. Et tout seul, il aurait pu venir ici mener une vie tranquille, bien très confortable. Je pense qu'il avait une bonne situation. Il a de quoi manger et vivre tranquillement. Il n'était pas obligé de faire tout ce qu'il fait. Eh bien, il fait tout ce qu'il fait et ça, pour ça, je le remercie. Et tous ceux qui font pareil que lui, pas forcément dans les médias, mais tout ce qui aide au développement d'Israël, je voudrais leur dire merci. Tous ceux qui font ça. Et à toi, Cathy, bravo. Et je considère que TF1 et France 2 sont des fous parce qu'ils auraient dû te débaucher déjà depuis longtemps. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Guy pour ce petit résumé, on va dire. C'était pas évident de tout raconter parce que c'est pas possible, mais on était content de te donner la parole, de voir. C'est très gentil à toi et je vais recommencer à enfoncer le clou déjà enfoncé. À tous ceux qui nous écoutent dans Diaspora et qui parlent le français, venez en Israël, c'est le seul avenir pour les Juifs. En tout cas, je me suis jamais trompé sur le plan politique et géopolitique depuis que je suis ici. Et là, j'espère me tromper, mais je crois pas beaucoup. Donc, pour tous les Juifs qui sont dehors, revenez chez vous. Dans votre beau pays. Eh ben, ce sera la phrase de la fin. À très très bientôt, Guy Sambel. Alors, Shana Tova et on en profite. Mechila, si j'en ai blessé quelques-uns. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci, Cathy. Ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.